Donc bonjour à tous. Donc après cette présentation introductive passionnante, nous voilà dans cette première session scientifique. Donc comme l'a rappelé notre directeur général Benoît Vallée tout à l'heure, cette première session scientifique s'intéresse au projet POSHBI qui s'est déroulé pendant les années précédentes, les 5 années précédentes. Nous avons là, à l'heure actuelle, nous sommes en période de valorisation des résultats et nous allons vous présenter quelques résultats donc scientifiques. J'ai beaucoup aimé la phrase de Madame Laquiès qui disait que la complexité est anxiogène. Donc nous allons vous présenter là des résultats assez complexes, mais justement en les expliquant afin qu'ils ne soient pas anxiogènes. La première présentation est une présentation d'Aurélie Babin qui a travaillé dans l'unité de pathologie de l'abeille. Elle va vous présenter ses résultats, les résultats de ses études, mais il faut bien penser que ces résultats sont issus d'une unité, d'une équipe entière qui a travaillé sur le sujet, l'unité de pathologie de l'abeille qui est dirigée par Marie-Pierre Rivière ici. Et Aurélie s'est intéressée à identifier les stress biologiques qui affectent nos abeilles mellifères, mais également d'autres abeilles. Donc on a pris 3 modèles d'abeilles, les abeilles mellifères, le bourdon terrestre et l'osmie. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, identifier les stress biologiques dans un premier temps et ensuite voir leur impact sur les populations d'abeilles. Et la dernière chose, c'est une très bonne nouvelle, c'est que Aurélie est disponible actuellement pour travailler dans vos équipes si un poste se présentait. Voilà, donc j'accueille Aurélie pour sa présentation sur les résultats biologiques. Des stress biologiques. J'ai aucune idée, mais j'imagine qu'il ne faut pas appuyer sur zéro. Oui, merci. Vous avez le retour là. Allez-y. D'accord, très bien, merci. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à présenter une partie des travaux auxquels j'ai contribué au laboratoire de Sophia Antipolis de l'ANSES. Et mon travail a porté sur l'exposition des abeilles au sens large. L'exposition des abeilles au sens large à des agents infectieux et parasitaires communs en Europe. Et il a été réalisé dans le cadre du projet européen POSHBI. Merci beaucoup, c'est parfait. Alors POSHBI est un projet Horizon H 2020 qui a été financé par la Commission européenne. Il a débuté en 2018 et s'est achevé cette année au mois de mai. Et il s'inscrit dans le contexte global de des pertes massives de colonies d'abeilles mellifères et du déclin des populations d'abeilles sauvages, ce qui présente des risques d'une part pour la pérennité de l'apiculture dans le cas des abeilles mellifères et d'autre part pour la pérennité du service de pollinisation assuré par les abeilles au sens large, que ce soit pour les plantes sauvages ou pour les cultures. L'acronyme du projet POSHBI résume son objectif général qui était, à l'échelle européenne, de réaliser une évaluation, une surveillance et une gestion des sources de stress qui influencent la santé des abeilles. Alors, concernant les abeilles, le projet s'est focalisé sur 3 espèces utilisées comme sentinelles représentatives des abeilles au sens large. Nous avions l'abeille mellifère occidentale, qui est l'abeille domestique que nous connaissons en Europe, qui vit en grande colonie. Nous avions le bourdon terrestre, qui est une espèce semi-sociale, qui vit en colonies beaucoup plus petites. Il est présent à l'état sauvage en Europe et il est également élevé de manière commerciale et utilisé comme aide à la pollinisation sous serre. Et la 3e espèce était l'osmie rousse, qui, elle, est une espèce solitaire. Elle est présente également à l'état sauvage en Europe et elle est parfois élevée et utilisée comme aide à la pollinisation des vergers d'arbres fruitiers. Alors, dans leur environnement, les abeilles sont exposées à différentes sources de stress. Et le projet POSHBI s'est focalisé sur 3 d'entre elles en les étudiant seules ou en combinaison les unes avec les autres. Nous avions l'exposition aux pesticides, la présence d'agents infectieux et parasitaires que j'appellerai pathogènes dans la présentation, et des variations de qualité, de quantité et de diversité des ressources nutritives à disposition. Ça fonctionne pas.
Alors le projet Poche Bille est un gros projet qui a mobilisé plus de 40 partenaires européens. Il s'est divisé en 11 groupes d'activités ou work packages qui chacun ont impliqué des partenaires différents et dont vous voyez les interconnexions sur la pyramide à droite. C'est un projet multi-échelle du point de vue expérimental. Il y a eu une étude de paysage, il y a eu des études expérimentales en conditions réalistes sur des sites de terrain, sous serre, au laboratoire. Et c'est aussi un projet multi-échelle du point de vue biologique, puisque différents niveaux d'organisation du vivant ont été considérés jusqu'au niveau moléculaire. Alors cette présentation va se focaliser uniquement sur le travail coordonné de 2 work packages, le numéro 1 et le numéro 2. Et ce travail a permis de mesurer l'exposition de nos 3 abeilles sentinelles, nos 3 espèces sentinelles, aux 3 sources de stress que j'ai mentionnées précédemment, dans des conditions réalistes sur des sites de terrain. Le work package numéro 1 avait la charge de développer un réseau de sites, d'y installer les espèces sentinelles, d'effectuer différents relevés et prélèvements. Et une partie de ces prélèvements ont ensuite été envoyés au laboratoire du work package numéro 2, qui était coordonné par Marie-Pierre Chauza de l'ANSES. Et ces laboratoires avaient la charge de réaliser la mesure d'exposition. Et dans le cas de l'exposition aux pathogènes, la mesure a été réalisée au laboratoire de Sophia Antipolis de l'ANSES, dans un travail que nous avons mené ensemble avec mes collègues Éric Dubois et Franck Chour. Alors à Sophia Antipolis, nous avons mesuré l'exposition de nos 3 sentinelles à une sélection de 11 pathogènes communs en Europe. Nous avons mesuré l'exposition à 6 virus, les virus ABPV, CBPV responsables des paralysies aiguës et chroniques de l'abeille, le virus BQCV responsable de la maladie de la cellule royale noire, 2 variants A et B du virus DWV responsable des ailes déformées et le virus SBV responsable de la maladie du couvain saxiforme. Nous avons aussi mesuré l'exposition à 2 bactéries responsables de maladies réglementées en Europe, Penibacillus larvae, qui est l'agent de la loque américaine, Melissococcus plutonus, qui est un des agents de la loque européenne. Et enfin, nous avons mesuré l'exposition à 3 parasites microsporidiens, Nosema apis et Nosema asteranae, qui sont infectieux pour l'abeille mellifère et responsables des nosémoses, et Nosema bombi, qui est un parasite de bourdon. Alors dans cette sélection, nous avons des pathogènes infectieux pour l'abeille mellifère principalement, mais il faut savoir que plusieurs d'entre eux, et notamment plusieurs virus et le parasite Nosema serranae, ont déjà été détectés chez des bourdons terrestres et des osmirus sauvages. Alors pour faire notre mesure d'exposition, nous sommes appuyés sur un réseau de 128 sites développés par les équipes du Work Package numéro 1. Ces sites étaient répartis dans 8 pays européens et couvraient 4 zones biogéographiques à conditions climatiques différentes. Nous avions des sites en Irlande et en Grande-Bretagne en bleu en zone océanique, en Espagne et en Italie en jaune en zone méditerranéenne, en vert en Allemagne et en Suisse en zone continentale, et en Suède et en Estonie en violet en zone boréale. Et dans chacun de ces 8 pays, 16 sites ont été définis sur 2 cultures d'intérêt économique, en champ de colza et en verger de pommier, ce qui nous faisait pour chacun des 8 pays 8 sites en champ de colza et 8 sites en verger de pommier, sachant qu'il y avait des variations des conditions environnementales entre les sites d'une même culture et notamment des variations d'exposition aux pesticides. Alors sur chacun de ces 128 sites du réseau, les équipes du Work Package numéro 1 ont installé avant la floraison des cultures 3 ruches d'abeilles mellifères, 3 colonies commerciales de bourdons terrestres et 3 nids d'osmirus. Alors j'ai dit sur tous les sites, mais pour l'osmirus, c'était excepté en zone océanique. Et les équipes ont ensuite réalisé un échantillonnage en 2 temps. Une première fois à l'installation des sentinelles sur le terrain afin d'avoir une mesure d'exposition à nos 11 pathogènes avant l'exposition à l'environnement des sites. Vous avez dans chacune des cases du tableau le nombre d'abeilles prélevées et le nombre d'échantillons total par abeille sentinelle. Et un deuxième échantillonnage a ensuite été réalisé après plusieurs semaines d'installation sur les sites afin de mesurer l'effet de l'environnement des sites sur l'exposition à nos 11 pathogènes. Ça nous a fait un total de 579 échantillons à analyser. Et ces échantillons ont ensuite été analysés par une méthode moléculaire quantitative à haut débit et semi-automatisée. Alors sans aller dans les détails techniques de cette analyse d'échantillons, je voulais juste mentionner qu'en amont, il y a eu un gros travail sur les méthodes d'analyse,
avec le développement complet de méthodes quantitatives pour les 3 microsporidies que nous avons recherchées. Cela a fait l'objet d'une publication scientifique dans un journal. Et puis, il y a eu un travail d'harmonisation des méthodes quantitatives déjà existantes pour les autres pathogènes. Et ce travail d'harmonisation et l'analyse haut débit des échantillons a été réalisé en collaboration étroite avec la plateforme nationale d'identification et de typage des agents pathogènes de l'ANSES, Identipat. Une fois les échantillons analysés, nous avons récolté une grande quantité de données. Nous avions pour chaque échantillonnage la présence et l'absence de chacun des 11 pathogènes. Et si présence il y avait, nous avions la quantité, ce qui nous a permis de développer pour chaque espèce sentinelle un profil en pathogène à l'installation sur les sites et d'observer le changement de ce profil dans le temps, dans l'environnement des sites, selon la culture des sites et le pays dans lequel ils se trouvent. Ce profil comportait un certain nombre de variables et j'en ai sélectionné 3 dont je vais vous présenter les résultats aujourd'hui. Nous avions le nombre de pathogènes détectés, ce qui s'appelle la richesse, la proportion de sites où chaque pathogène est détecté, ce qui s'appelle la fréquence de détection, et la quantité de pathogènes par abeille, ce qui s'appelle la charge. Et ce dernier paramètre a ensuite été utilisé pour étudier le risque d'exposition de chacune des espèces sentinelles sur chacun des sites de notre réseau d'échantillonnage. Alors, je vais commencer par le profil en pathogène et tout d'abord le premier paramètre qui est la richesse, qui correspond au nombre de pathogènes détectés. Alors sur la gauche, sur les petites échelles de gauche, on voit qu'à l'installation des sentinelles sur les sites, excepté chez les osmies où nous n'avons retrouvé aucun des 11 pathogènes recherchés, les abeilles mellifères et les bourdons portaient déjà un certain nombre de pathogènes, entre 2 et 7 chez l'abeille mellifère et entre 0 et 4 chez les bourdons. Après plusieurs semaines d'installation sur les sites, cette richesse ne change pas chez l'abeille mellifère. On a plus 0,1 pathogène en moyenne et on retrouve entre 2 et 7 pathogènes par échantillon. À l'opposé, chez les osmies et les bourdons, cette richesse augmente, plus 1,3 pathogènes en moyenne chez les bourdons, chez lesquels on retrouve entre 1 et 4 pathogènes par échantillon, et plus 2 pathogènes en moyenne pour les osmies, où on retrouve entre 0 et 4 pathogènes par échantillon. Donc on voit qu'on a une richesse en pathogènes qui est plus élevée chez l'abeille mellifère, mais qui reste stable dans l'environnement des sites, et à l'opposé, une richesse qui est plus faible chez les bourdons et les osmies, mais qui augmente dans l'environnement des sites. Alors, si l'on va à droite de la diapositive, on a observé des variations de richesse pour chacune des espèces sentinelles entre les pays. Mais il n'y a aucun des pays qui se dégage des autres avec une richesse soit plus élevée, soit inférieure. Et nous n'avons pas non plus observé de différence de richesse que les sentinelles aient été exposées au champ de colza ou au verger de pommier. Maintenant, les résultats pour le deuxième paramètre, la fréquence de détection, qui est la proportion de sites où chaque pathogène est détecté. Si l'on regarde les résultats de l'abeille mellifère à gauche, on voit qu'on a une grande variabilité dans les fréquences de détection selon les pathogènes. Certains sont peu présents, c'est le cas en bas des 2 bactéries responsables des loques, ce qui est tout à fait cohérent avec la réglementation actuellement en vigueur. Et plus haut dans le graphique, nous avons certains pathogènes beaucoup plus fréquents, comme les 3 virus BQCV, variant B du virus des ailes déformées et le virus SBV. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'entre les 2 temps d'échantillonnage, T0 et T1, on n'a pas de grosses variations de ces fréquences de détection. À l'opposé, chez les 2 autres sentinelles, les bourdons et les osmies, à l'installation, on observe des fréquences de détection qui sont plus faibles. C'est surtout le cas pour le bourdon, puisque chez l'osmie, on démarre de 0, étant donné qu'aucun des pathogènes n'avait été détecté. Et puis, pendant l'installation sur les sites, les fréquences de détection vont augmenter. Donc on voit qu'on a des fréquences qui sont plus élevées chez l'abeille mellifère, mais qui restent stables dans l'environnement des sites. Et à l'opposé, des fréquences plus faibles chez les bourdons et les osmies, mais en augmentation dans l'environnement des sites. Et comme précédemment, on observe des variations de fréquences de détection entre les pays, sans qu'aucun des pays ne se dégage des autres, ne se distingue des autres. Et nous n'avons pas vu de différence de fréquence de détection pour chaque sentinelle, qu'elles aient été exposées au champ de colza ou au verger de pommier. Maintenant, le dernier paramètre, la charge, qui est la quantité de pathogènes par abeille.
Alors pour chacun des deux échantillonnages, nous avons observé des charges plus élevées en pathogènes chez l'abeille mellifère par rapport à celles retrouvées chez les bourdons et les osmies. Et vous avez au milieu de cette diapositive un graphique qui représente le changement des charges dans l'environnement des sites pour chacun des pathogènes et pour chaque abeille sentinelle. Ce que l'on voit pour l'abeille mellifère, un changement positif signifie une augmentation de charge et un changement négatif, une diminution de charge. Ce qu'on voit pour l'abeille mellifère, c'est qu'on a 3 groupes de pathogènes. Certains ont des charges qui augmentent, c'est le cas des virus BQCV et SBV. D'autres ont des charges qui diminuent, par exemple celle du virus DWVB. Et puis on a un 3e groupe de pathogènes dont les charges ne changent pas. Donc on n'a pas de patron général de changement de charge chez l'abeille mellifère, c'est spécifique à chaque pathogène et probablement lié à la saisonnalité de chacun. À l'opposé, chez les 2 autres sentinelles, les bourdons et les osmies, excepté une diminution de charge en virus de la paralysie aiguë de l'abeille chez les bourdons, les charges de tous les autres pathogènes augmentent. Donc on a des charges plus élevées chez les abeilles qui varient, mais de manière spécifique à chaque pathogène, sans patron général, et des charges moins élevées chez les bourdons et les osmies, et en augmentation dans l'environnement des sites. Et comme précédemment, on observe une variation de charge entre les pays pour chaque sentinelle sans qu'un pays se distingue des autres, et pas de différence de charge que les sentinelles aient été exposées au champ de colza ou au verger de pommier. Donc pour résumer les résultats de ce profil en pathogène, nous avons observé 2 types de profils et 2 types de changements de ce profil, indépendamment de la culture auquel sont exposées les sentinelles et du pays dans lequel se trouvent les sites. Nous avons le profil de l'abeille mellifère qui présente plus de pathogènes, plus fréquents et en charge plus élevée. Et dans l'environnement des sites d'échantillonnage, ces paramètres soit sont stables, soit varient, mais sans patron général. Et nous avons à l'opposé le profil des bourdons et des osmies qui portent moins de pathogènes, qui sont moins fréquents et en charge moins élevée que chez l'abeille mellifère. Mais tous ces paramètres sont en augmentation dans l'environnement des sites. Donc ces différences de profil peuvent s'expliquer en partie parce que nous avons recherché des pathogènes qui sont infectieux pour l'abeille mellifère principalement, et par le fait aussi que ces 3 espèces sentinelles présentent des organisations sociales, des biologies et une histoire et des pratiques de management qui sont différentes. Et puis les différences de changement de profil, en particulier l'augmentation des paramètres du profil des bourdons et des osmies, nous montrent que ces 2 sentinelles acquièrent des pathogènes dans leur environnement lorsqu'elles sont installées sur les sites. Alors, comme je l'expliquais au début de la présentation, le dernier paramètre du profil, les charges, ont été utilisés pour étudier le risque d'exposition de chaque abeille sentinelle, de chaque espèce sentinelle, sur chacun des sites du réseau d'échantillonnage. Et ce travail a été réalisé par Mine Nguyen sous la supervision de Stéphanie Boujard et Marie-Pierre Chauza. Et cette étude a porté sur les charges des pathogènes fréquents, c'est-à-dire les 6 virus et les 2 microsporidies infectieuses pour l'abeille mellifère, Nosema apis et Nosema serranae. Et cette étude s'est divisée en plusieurs étapes. La première a été d'utiliser les charges pour calculer un seuil entre des charges faibles qui sont peu souvent associées à des symptômes de maladie et des charges élevées qui sont plus fréquemment associées à des symptômes de maladie. Et vous avez un exemple de calcul de seuil avec les charges en virus BQCV responsable de la cellule royale noire chez l'abeille mellifère. Alors pour calculer un seuil, il a fallu étudier la distribution des fréquences de charge, c'est ce qui est représenté sur ce graphique. Vous avez les fréquences de charge, c'est-à-dire le nombre d'échantillons en fonction des charges qui y ont été retrouvées. Et on voit que dans le cas de ce virus, les charges ont une distribution à 2 pics. On a des charges très fréquentes entre 7 et 8 logs, et dans les charges plus élevées, d'autres qui sont très fréquentes entre 9 et 10 logs. Et dans ce cas, on fixe un seuil à la charge qui est la moins fréquente entre les 2 pics, c'est-à-dire à 8 logs. Et ce type de calcul, soit graphique, soit statistique, a été réalisé pour chacun des pathogènes fréquents, chez chaque abeille sentinelle, chaque espèce sentinelle. Et une fois les seuils calculés, ils ont été utilisés avec les charges pour calculer cette fois un risque d'exposition pour chaque pathogène fréquent sur chacun des sites du réseau et pour chaque espèce sentinelle. Et toutes ces données ont ensuite été incluses dans une moulinette statistique complexe
qui a permis d'obtenir une valeur unique de risque d'exposition par site, un indice résumé pour chaque abeille sentinelle. Et cet indice pouvait prendre des valeurs négatives ou positives. Et dans le cas de l'abeille mellifère, des valeurs positives d'indice indiquées, l'indice prenait des valeurs positives ou négatives et chacune était indicatrice de risques d'exposition différents. Dans le cas de l'abeille mellifère, des indices positifs indiquaient un risque fort d'exposition au virus du couvain saxiforme sur les sites et des risques faibles d'exposition à tous les autres virus considérés ici. Et des valeurs négatives de l'indice indiquaient un risque fort d'exposition au virus des ailes déformées et un risque faible d'exposition à d'autres virus et aux nosémoses. Et en étudiant les valeurs de l'indice pour chacun des sites, dans chaque pays, ça a permis d'étudier le risque d'exposition des abeilles dans chacune des 4 zones biogéographiques du réseau d'échantillonnage. C'est ce qui est représenté ici sur cette carte. Et si l'on prend l'exemple de la zone océanique en bleu en haut à gauche, qui regroupe les sites britanniques et les sites irlandais, on voit qu'en Grande-Bretagne, la majorité des sites avaient des valeurs d'indice positives, indicatrices d'un risque fort d'exposition au virus du couvain saxiforme. À l'opposé, en Irlande, la majorité des sites avaient des valeurs d'indice négatives, indicatrices d'un risque fort d'exposition au virus des ailes déformées, ce qui signifie que dans cette zone océanique, il n'y avait pas un risque d'exposition dominant pour toutes les abeilles déployées sur les sites. Et c'était le cas également en zone méditerranéenne et en zone boréale. En revanche, en zone continentale en vert qui se trouve en bas à droite, cela regroupait les sites allemands et les sites suisses. Les valeurs de l'indice résumé étaient positives et négatives, mais très proches de 0, ce qui indique qu'il n'y avait pas de risque d'exposition particulier pour les abeilles déployées dans cette zone biogéographique. Donc, cette étude a permis de montrer qu'il n'y avait pas un risque d'exposition dominant dans 3 des 4 zones biogéographiques du réseau d'échantillonnage et qu'en zone continentale, il n'y avait pas un risque d'exposition particulier pour les abeilles. Alors pour résumer les résultats de cette présentation, donc notre mesure d'exposition des 3 espèces sentinelles à notre sélection de 11 pathogènes communs en Europe a permis de montrer des profils en pathogènes différents selon les abeilles sentinelles. Et ces profils sont indépendants de la culture auquel sont exposées les sentinelles et du pays dans lequel se trouvent les sites où elles ont été installées. Les changements de profil de nos 3 sentinelles, et en particulier le changement de profil des bourdons et des osmies, montrent que ces 2 sentinelles acquièrent des pathogènes dans l'environnement des sites. Et enfin, l'étude du risque d'exposition a montré qu'il n'y avait pas un risque d'exposition dominant pour 3 des 4 zones biogéographiques de notre réseau et pas de risque d'exposition particulier en zone continentale. Et à noter que cet indice résumé l'indice résumé du risque d'exposition est un outil particulièrement intéressant qui pourrait être utilisé pour observer des changements du risque d'exposition aux pathogènes en présence d'autres sources de stress environnemental. Et enfin, donc cela nous amène à conclure que un changement d'environnement un changement d'environnement des pollinisateurs abeilles les expose à la contamination par de nouveaux pathogènes. Voilà, je vais terminer par remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, toutes les personnes impliquées à l'ANSES, à Sophia Antipolis, à Maison Alfort et à Ploufragan, toutes les personnes du Work Package numéro 1 qui ont fait un énorme travail de terrain et qui nous a permis d'obtenir des échantillons et qui ont travaillé en interaction étroite avec des apiculteurs, des fermiers et des propriétaires terriens. Et puis la coordination générale du projet qui a permis que tout ça se fasse de manière fluide et dans la bonne humeur, malgré un bel épisode Covid en 2020. Et merci à vous pour votre attention. Merci Aurélie pour cette belle présentation. Tu peux me rejoindre pour les questions si tu veux. On voit que ces projets de très grande ampleur permettent de récolter un grand nombre d'échantillons. Et c'est la plus-value de ces projets. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Moi, j'en ai pas sur Internet. Je vois plusieurs questions.
je vous demande de vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser la question. Oui, bonjour. Et de vous lever. Merci. Oui, je suis Philippe Lecomte, apiculteur, président du réseau Biodiversité pour les abeilles. Je voulais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas repris le parasite critidier que De Graaf avait estimé être le principal responsable des mortalités en Belgique il y a quelques années? Première question. Et deuxième question, est-ce que dans les contaminations des osmies et des bombus, qu'est-ce que vous voyez comme origine de la contamination de ces espèces-là? Est-ce que ça serait les abeilles domestiques qui seraient réservoirs biologiques, ou est-ce que c'est complètement indépendant des abeilles? Alors c'est bon, d'accord. Pour répondre à votre première question, alors évidemment, on aurait pu quantifier beaucoup d'autres pathogènes, et en particulier d'autres pathogènes infectieux pour les bourdons. Mais il a fallu faire une sélection. On ne pouvait pas quantifier tous les pathogènes existants. Et donc, on n'a pas inclus Critidia mellificae. Et pour votre deuxième question sur l'origine de la contamination des bourdons et des osmies, alors dans notre étude, on ne peut pas, on peut juste dire que les bourdons et les osmies ont acquis des pathogènes de leur environnement, puisque c'est ce qu'on voit avec les changements de profil quand les abeilles sont installées sur les sites. On ne peut pas savoir quelle est l'origine des pathogènes qu'ils ont récupérés. Après, on sait que beaucoup de virus et certains parasites, comme les microsporidies, sont présents sur des ressources partagées par différents pollinisateurs, que ce soit des pollinisateurs sauvages ou domestiques. Mais on ne peut pas dire du tout ici d'où vient cette contamination. Oui, bonjour, Axel de Courtier pour l'ITSAP. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair, c'est pas facile de présenter un projet aussi vaste. J'avais deux questions sur cette notion de sentinelle. C'est quoi une prise de décision quand on a une sentinelle d'un virus? Comment on traduit ça en prise de décision? Voilà, donc c'était ma première question. Et ma deuxième question, au-delà de cette notion de sentinelle, finalement, vous pouvez poser des hypothèses tester des hypothèses scientifiques, j'imagine. Et donc, est-ce que vous avez testé des hypothèses scientifiques comme les interactions entre abeilles? Est-ce que ces interactions entre abeilles vont changer le profil des virus? Vous avez énormément de sites, donc j'imagine que les éléments paysagers peuvent avoir une importance. Est-ce que vous avez testé ou est-ce que vous voulez tester ces éléments paysagers sur les profils viraux? Donc voilà, deux questions, une sur comment on fait avec une sentinelle sur les virus pour prendre des décisions, et la deuxième plus hypothèse scientifique. Alors pour la première question, j'avoue que je ne pense pas être la mieux placée pour répondre à cela. Ça marche? Oui, ça marche. La beauté de notre travail de scientifique, c'est de produire des données, de donner des éléments, mais finalement, est-ce qu'on est les décideurs? Est-ce que c'est nous qui devons justement faire ces processus de décision? Alors maintenant, on travaille beaucoup sur la sociologie et comment on prend des décisions. Nous, comme tu le sais très bien, Axel, voilà, on produit de la donnée, voilà ce qu'on dit. On a axé cette présentation sur la présence de pathogènes dans l'environnement et pas forcément dans l'abeille mellifère qui donnerait aux abeilles sauvages, parce qu'on n'en est pas là encore au niveau scientifique. On a une corrélation, on n'a pas une causalité, et c'est vrai tout à fait que l'étape d'après, c'est de faire des expérimentations pour complètement démontrer cette causalité d'un potentiel réservoir biologique de pathogènes de l'abeille mellifère qui passerait aux abeilles sauvages. Pour ce qui est des pathogènes qui affectent les abeilles sauvages, on en connaît certains.
Ils sont assez différents des abeilles, de ceux qui affectent les abeilles mellifères. D'où j'ai beaucoup aimé ta proposition de mot de apidocentré. On connaît très bien les virus qui affectent les abeilles mellifères. On connaît beaucoup moins ceux qui affectent les autres abeilles. On sait que, par exemple, pour les nids de bourdon et les nids d'osmie, ce sont plutôt des ectoparasites qui sont connus. Alors, ces ectoparasites ont été analysés par un autre labo que le nôtre. On n'a pas complètement toutes les données encore, donc on n'a pas pu les passer dans la moulinette. Et ça serait intéressant, effectivement, de voir le flux de parasites entre plusieurs espèces d'abeilles. On n'a pas encore ces données statistiques. Et pour répondre à la deuxième question, qui est celle du paysage, tu veux apporter une réponse ? J'allais indiquer que c'est des études qui sont actuellement en cours. Voilà. C'est ça. On a les données des paysages et les résultats qu'Aurélie a présentés aujourd'hui, je trouve que ça montre très bien qu'il faut se placer à l'échelle du paysage. Il y a eu d'autres publications qui ont montré que l'échelle du paysage, finalement, c'est la bonne échelle pour examiner ces transferts de pathogènes, d'agents parasitaires et infectieux entre les populations d'abeilles. Je sens que tu veux réagir, Axel. Oui, mais attention à ne pas poser une hypothèse très orientée, abeilles domestiques étant, parce que vous avez quand même des bourdons et des osmies qui viennent d'élevage, et on peut se demander si ces élevages-là ne sont pas justement un risque beaucoup plus important que l'apiculture en termes de virus. Oui, c'est pour ça qu'on a été très modéré dans notre conclusion. Alors, les élevages de bourdons sont contrôlés au niveau sanitaire. Encore une fois, apidocentré, puisque ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire dans les PCR, c'est des virus d'abeilles mellifères. Alors, c'est pas des élevages, mais les cultures d'osmie rousse sont, à ma connaissance, moyennement contrôlées, en tout cas pas dans la réglementation française ni européenne. Donc c'est vrai qu'il faut faire très très attention, et c'est pour ça que notre conclusion est modéré. Et si je peux ajouter juste un élément, oui, en effet, on voit en plus à l'installation que les bourdons ne sont pas complètement dénués de pathogènes. On en trouve entre 0 et 4 par site. Pardon. Il y a de la littérature scientifique. Alors, avant toi, Gilles, il y avait excuse-moi, il y a une question fond mais après c'est toi. Elle est oui, garde-le. Oui, bonjour. Loïc Collin-Duchevet, doctorant en CNRS de GIF. J'avais un peu deux questions en une. Est-ce que vous avez regardé du coup un effet sur la mortalité de vos pathogènes? Parce qu'effectivement, vous avez pris des pathogènes plutôt centrés sur l'abeille. Et du coup, est-ce que les effets qu'on voit sur les bourdons, où la fréquence, la charge et la richesse est augmentée au cours du temps, pourraient s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas d'altération en fait, de la survie de ces individus-là, contrairement aux abeilles, ce qui pourrait expliquer que là, c'est plutôt stable. Donc, on observerait juste les individus qui seraient déjà résistants quelque part. Et aussi, est-ce que vous avez vu, si vous avez regardé la mortalité, des interactions entre deux pathogènes qui pourraient être synergiques ou additifs entre eux? Alors, dans cette étude-là, nous n'avons pas mesuré la mortalité. Par contre, il y a eu des relevés de performance des colonies pour chaque espèce sentinelle, en fait, même pour les osmies. Et donc avec les mesures de performance, et c'est d'ailleurs des analyses qui sont actuellement en cours, de mettre en lien en fait tous les jeux de données qui ont été obtenus, et notamment ceux des pathogènes et les performances des colonies des différentes sentinelles. Dans la publication qui est parue cette semaine dans la revue Nature, cette publication était centrée sur les populations de bourdons, et dans cette publication, vous pourrez voir les relevés qui ont été faits sur les populations de bourdons. Il reste à mettre au regard statistique ces relevés sur les populations et la présence de pathogènes. On a des jeux de données énormes dans cette étude, et on n'a pas fini de les analyser sur le plan statistique. C'est en cours sur plusieurs chemins, et on espère aboutir bientôt. Gilles. Moi, j'ai une question justement pour... D'abord, merci pour cette belle présentation. Et puis, d'une manière générale, pour ce beau programme. J'ai une question, moi, pour complexifier le truc, justement, sur les jeux de données. Sur l'augmentation des pathogènes sur les bourdons et les osmies, est-ce que... Alors, sans faire de
je dirais, de lien de cause à effet. Est-ce que vous avez la possibilité de tester l'hypothèse épidémiologique liée à la densité d'autres espèces, notamment d'abeilles mellifères, sur le paysage sur lequel vous avez travaillé? Alors ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est que dans cette étude, à la fin, on va compiler un certain nombre de choses et je dirais regarder les interactions entre des sets de données sur des pathogènes, des produits contaminants de l'environnement, essentiellement phytopharmaceutiques, et puis des phénomènes de nutrition. Alors évidemment, il manque toujours quelque chose, hein, mais on n'a rien sur le climat et sur les variations de température qu'on peut récupérer rétrospectivement, puisque vous savez quand est-ce qu'ont été faits à quelle période les ruches étaient en place et les abeilles étaient en place. C'est des choses qu'on peut récupérer. Est-ce que vous envisagez de le faire, ou est-ce que vous allez encore me demander des sous pour le faire? Alors, c'est la deuxième option. Oui, bien sûr, on a récolté toutes les données de latitude aussi, les données biogéographiques de température. Bien sûr, ça demande des efforts supplémentaires pour les intégrer dans les domaines, dans les modèles statistiques. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on prévoit de faire, mais voilà, ça demande encore du temps et de temps de cerveau de chercheurs statisticiens. Pour ce qui est de la densité, alors je me tourne vers Denis. Je me rappelle très bien qu'il y a des relevés botaniques qui ont été faits pour voir la densité et la diversité florale. Par contre, est-ce qu'il y a eu des relevés sur le plan des autres pollinisateurs qui ont été faits? Oui, d'accord. Donc voilà. Voilà. Et toutes ces données, voilà, moi je ne suis pas très au courant de ces données-là. Donc il y a des jeux de données qui sont énormes et qui nécessitent beaucoup de travail pour être mis en relation. Alors oui, on va y aller. J'ai pas de questions sur Internet. La dernière question dans la salle et on continue. Bonjour, Gwenal de la Marche, donc pour GDS France. J'avais juste une question, c'est comment a été abordé le problème du varroa par rapport à toutes ces mesures qui ont été faites, en fait. Le problème... j'avoue, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des... Alors, voilà, les ruches étaient standardisées dans tous les pays. Elles étaient traitées contre varroa avec un même médicament. Et des relevés de varroa ont été conduits avant, après, ainsi que la symptomatologie, les signes cliniques de la varroose ont été relevés sur les colonies au cours des 2 visites, avant et après exposition aux cultures. En fait, je posais cette question, c'était pour dans la compréhension justement du manque d'évolution sur la belle mellifère. C'est peut-être juste lié à la contamination à varroa, qui est le réservoir biologique justement de tous les contaminants, quoi. Et du coup, on a une population en fait de virus qui est élevée au début, qui est toujours la même à la fin, parce qu'en fait, c'est varroa qui alimente en fait cette population de virus. C'était une question, en fait, c'est pour ça que je posais la question sur varroa et comment était abordée la variable varroa en fait dans toute l'analyse statistique sur les données, quoi. Alors, on a étudié le lien entre la présence de varroa, les signes cliniques, les ailes déformées, et les charges en variant du virus des ailes déformées. Toutes les colonies n'avaient pas de varroa. Donc, et on avait un lien statistique entre les charges de chacun des variants du virus des ailes déformées et les charges en varroa. Mais il y a certaines colonies où, mais évidemment, on n'avait pas ce lien puisqu'il n'y avait pas de varroa. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas changer les objectifs du projet. Les objectifs du projet, au départ, c'était d'étudier les différents stress sur la santé des colonies ou des pollinisateurs, des 3 espèces de pollinisateurs. Et aussi, cet appel à projet, c'est suffisamment rare pour le souligner, portait beaucoup sur l'effet des pesticides sur ces populations de pollinisateurs. Donc on ne voulait pas
partir avec des colonies qui soient pas homogènes sur le plan de la présence de pathogènes, et on ne voulait pas justement favoriser des colonies avec beaucoup de varroa, moins de varroa, pour regarder ça. Ce n'était pas le but du projet. Je suis obligée de clore cette discussion pour accueillir donc Denis Michet, qui est professeur à l'université de Mons en Belgique, et qui va nous parler des impacts sanitaires des stress nutritifs et chimiques sur les abeilles sauvages. Donc là, on sort des abeilles mellifères et on s'ouvre à la biodiversité. Les résultats que va vous présenter Monsieur Michet ont été publiés pour la plupart, mais d'autres publications vont apparaître dans les jours qui viennent. Et en fin de sa présentation, Denis va avoir le plaisir de nous présenter le prochain projet qui s'appelle Wild Poche et qui fait la suite de Poche-Bee. Voilà, je te laisse la parole. Merci Marie-Pierre pour cette introduction. Donc oui, je suis professeur à l'université de Mons en Belgique, donc dans la partie francophone de la Belgique, et j'étais aussi partenaire de ce projet Poche-Bee, et j'étais responsable du Work Package 5, dont je vais parler ici essentiellement, qui portait sur les interactions entre les stress nutritifs et les stress chimiques. Et comme c'était bien illustré aussi par Aurélie au début de sa présentation, dans ce projet Poche-Bee, il y avait une partie de terrain qui a été présentée ici juste avant, mais il y avait aussi une partie expérimentale, donc en conditions contrôlées, de laboratoire ou en semi-field. Et donc les résultats que je vais vous présenter ici sont en conditions contrôlées, donc quand on a justement testé des hypothèses en conditions plus contrôlées que les conditions de terrain. Bien. Alors, donc, mon laboratoire est spécialisé dans l'étude des abeilles sauvages, donc leur évolution, leur conservation, et ma formation de base, en fait, c'est en taxonomie des abeilles sauvages. Donc, je ne suis pas à la base quelqu'un qui travaille du tout sur les abeilles mellifères, même si j'ai des connaissances de base. Mon père est apiculteur. Mais notre laboratoire se concentre vraiment sur ces espèces sauvages, leur écologie et leur conservation. Et donc, c'est la première slide ici que je vous propose, c'est vraiment de se décentrer de l'apidocentrisme vers ces espèces sauvages qui sont très diversifiées. Donc, vous avez 7 espèces d'abeilles mellifères qui ont été décrites dans le monde, avec une espèce d'abeilles mellifères européennes ici. Et vous avez en vis-à-vis 20 000 espèces d'abeilles sauvages qui ont été décrites. Alors cette abeille mellifère, justement, elle présente une écologie très particulière qui a été très bien introduite aussi pendant la première intervention. Donc c'est une espèce qu'on dit eusociale, donc avec un individu reproducteur et des individus qui sont stériles, les ouvrières, qui vivent en société, qui vivent dans des sociétés qui durent plusieurs années. Donc le fait que ces sociétés vivent plusieurs années, comme pour les sociétés humaines, ça nécessite du stockage pour passer les mauvaises périodes. Et donc, comme l'homme, les abeilles mellifères stockent et ils stockent sous forme de miel. Aucune autre espèce d'abeille en Europe ne présente ce même comportement. Vous n'avez pas de société qui survive l'hiver. Vous avez quelques espèces sauvages qui sont sociales, comme les bourdons, dont je vais parler aussi aujourd'hui. Mais ces sociétés périclitent à la fin de l'été, et vous avez uniquement la future reine de la future colonie qui survit l'hiver. Donc il n'y a pas ici un stockage long à faire, donc il n'y a pas une survie pendant l'hiver, et donc les quantités de miel accumulées par ces bourdons sont relativement faibles. Mais la socialité est finalement une exception dans le groupe des abeilles. La règle, c'est le caractère solitaire, donc uniquement des individus mâles et des individus femelles, avec la femelle qui s'occupe de le nourrissage de la progéniture. Donc la femelle accumule dans un nid qu'elle a façonné elle-même du pollen et du nectar
qui va nourrir en bas à droite la génération. Et donc dans ce type d'espèce, vous n'avez pas d'interaction entre générations. La femelle accumule des ressources pour la génération future avec laquelle elle ne va pas interagir directement. Et donc cet aspect nid, encore une fois comme pour l'homme ou encore comme pour les oiseaux, a des conséquences assez importantes sur l'écologie et la conservation des abeilles. Le fait que les abeilles aient des nids, si on les compare à des mouches ou à des papillons par exemple, fait qu'une fois que leur nid est dans une zone agricole par exemple, vous avez le risque d'exposition bien sûr qui est relativement élevé par rapport à un insecte qui passerait seulement par là. Bien, je dois appuyer plus. Donc vous avez une variation de ces espèces d'abeilles en termes de socialité, en termes de zone de nidification, en termes de matériel de nidification, mais vous avez aussi une variation au sein du groupe des abeilles en termes de diète. Donc ici vous avez un schéma qui représente à votre gauche une espèce qui va collecter du pollen pour sa progéniture sur différentes plantes. C'est ce qu'on va appeler une espèce généraliste. Donc la larve va être nourrie par différentes sources florales. Et à votre droite, vous avez une espèce qui est dite spécialisée et dont la femelle va collecter du pollen uniquement sur un type de plante. Et donc on voit au sein des abeilles ce gradient de spécialisation alimentaire avec des espèces qui sont très spécialisées et des espèces qui sont très généralistes. Et encore une fois, quand on parle de risque d'exposition à un stress nutritif, chimique ou autre, ou climatique, l'écologie des espèces va être évidemment un facteur important d'exposition à ce stress. Si vous avez une espèce qui est spécialisée sur une plante qui est cultivée, qui a été domestiquée par l'homme, elle va évidemment avoir plus de risques d'exposition aux pesticides qu'une espèce qui reste sur des fleurs qui ne sont pas domestiquées. Alors, face à cette diversité d'espèces sauvages, on peut mettre la connaissance associée à ces espèces sauvages. Et donc, c'est ce qui est représenté ici sur ce slide. En haut, vous avez le nombre d'espèces par genre d'abeilles sauvages recensées en Europe. Et puis en bas, vous avez le nombre de publications associées à chacun de ces genres d'abeilles. Donc à l'extrême gauche, à votre gauche, vous avez l'abeille mellifère. Vous avez, comme je vous l'ai dit, une seule espèce recensée en Europe. Et puis à l'autre extrême, à droite, vous avez le genre Andrena. Peut-être vous avez entendu parler de ce mot. Donc ce sont des abeilles solitaires qui nidifient dans le sol, qui sont finalement représentatives de la diversité des abeilles à l'échelle européenne. Vous avez plus de 400 espèces d'andrènes, 400 espèces différentes d'andrènes qui ont été recensées et décrites en Europe. En bas, vous avez le nombre de publications. Donc, à l'extrême gauche, vous avez plus de 15 000 articles publiés. Donc ici, c'est la référence, c'est Scopus, sur l'abeille mellifère. Et on est à peine quelques centaines d'articles sur les andrènes à droite. Et donc, on voit ici cette balance déficitaire pour les abeilles sauvages. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette biodiversité d'abeilles. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand même sur ces abeilles au sens large, donc avec un S, malgré le fait qu'on ne connaît pas énormément encore sur beaucoup d'entre elles. Alors, ici, vous avez une liste bien non exhaustive de publications qui montrent que, en groupe, ces abeilles sont en déclin. Alors, pas toutes les espèces, certaines espèces se portent bien, mais disons dans une bonne partie des espèces sont en déclin. Donc, il n'y a pas que des problèmes de déclin chez l'abeille mellifère, vous avez aussi des problèmes de déclin chez les abeilles sauvages. Alors, vous avez quelques métriques qui ont été proposées pour estimer ces déclins d'espèces sauvages. Un des plus connus, c'est le système de liste rouge,
qui a été développé par l'IUCN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature. Donc on entend souvent ces listes rouges par rapport aux vertébrés. Le panda, par exemple, qui a été rétrogradé de risque d'extinction récemment. Mais donc cette méthodologie de liste rouge avec une évaluation des risques d'extinction est aussi appliquée à d'autres groupes, notamment les invertébrés, avec le problème des invertébrés dont on connaît moins, bien sûr, la taille des populations, la tendance des populations et les risques d'extinction. Néanmoins, voici deux résultats que je vous présente. Donc, à votre gauche, vous avez le résultat des listes rouges pour la Belgique, qui a été publié en 2019. Et à droite, le résultat pour les listes rouges européennes, qui était la première évaluation à l'échelle continentale, qui a été publiée en 2014 et qui sera d'ailleurs mise à jour l'année prochaine. Alors, sur la couleur grise, vous avez la marque DD, qui veut dire Data Deficient en anglais. Donc, ce sont les espèces pour lesquelles on n'avait pas assez de données pour évaluer le risque d'extinction. Vous voyez qu'en Belgique, les connaissances sont relativement bonnes pour les espèces d'abeilles sauvages et on a pu évaluer la grande majorité des espèces. Par contre, en Europe, plus de 55% des espèces n'ont pas pu être évaluées en termes de risque d'extinction. Alors, si on se concentre simplement sur les résultats des espèces pour lesquelles on avait assez de données, on est autour de 10% en Europe des espèces qui sont en risque d'extinction. Et vous voyez qu'en Belgique, le risque d'extinction est beaucoup plus élevé, avec même certaines espèces qui sont RE, ça veut dire Regionally Extinct, ça veut dire des espèces qui étaient recensées avant en Belgique et qui sont maintenant disparues. Donc pour ça, probablement la Belgique est un des plus mauvais élèves en Europe, avec évidemment un pays très fragmenté, avec une très grande densité de population et aussi des pratiques agricoles très intensives. Bien, alors je reviens au projet POCHB en lui-même, après cette introduction générale sur les abeilles sauvages. Et dans le cadre de POCHB, on s'est intéressé aux facteurs de déclin. Alors, on a fait des études corrélatives comme présenté dans la présentation d'Aurélie juste avant. On a fait aussi des études expérimentales. Donc ici, dans ma présentation, je vais vous parler de deux facteurs de déclin qu'on a testés expérimentalement et on a testé aussi leur synergie. Le premier, c'est le facteur nutritif. Donc, on a évalué le stress nutritif dans une série d'espèces d'abeilles, y compris des espèces sauvages. Et donc, dans le stress nutritif, vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect nectar et vous avez l'aspect pollen. La chimie du nectar est relativement simple. C'est une solution d'hydrate de carbone avec des concentrations plus ou moins élevées dans ses sucres, mais la chimie est relativement simple. Pour le pollen, la chimie est beaucoup plus complexe avec des lipides, des protéines et au sein des lipides, des stérols par exemple, au sein des protéines, des acides aminés essentiels. Vous avez aussi toute une série de métabolites secondaires. La variation de la composition chimique des pollens entre les plantes est aussi beaucoup plus grande que la variation de nectar. Autrement dit, vous allez avoir des plantes qui peuvent avoir des concentrations en protéines très faibles, des concentrations en lipides très faibles ou plus élevées, et des ratios entre les deux qui vont changer aussi. Donc autrement dit, quand vous avez une abeille, qu'elle soit mellifère ou autre, dans un paysage, quand elle va faire un choix floral, elle va aussi faire un choix sur la qualité de sa diète. Comme vous rentrez au supermarché, vous allez avoir le choix, et en fonction de ce qui est disponible et en fonction de ce qui est choisi, vous allez avoir une qualité qui va varier. Le deuxième aspect qu'on a testé dans le cadre du Work Package 5, c'est l'aspect du stress chimique. Et donc là, nous avons testé 3 groupes de composés, les insecticides, les fongicides et les herbicides. Alors, je vous ai dit, on a aussi testé l'interaction entre les deux stress. Alors, ces deux stress, effectivement, peuvent interagir. La nutrition, le stress nutritif peut potentiellement influencer le stress chimique, avec notamment une augmentation de la sensibilité de l'espèce, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, aux pesticides. Et
dans l'autre sens, le fait que l'abeille a été exposée à des pesticides peut avoir un impact sur sa capacité de prise de nourriture. Elle peut avoir un comportement défaillant et avoir une prise de nourriture qui est plus compliquée. Bien. Donc je vais vous présenter ici 3 expériences qu'on a réalisées dans le cadre du Work Package 5. Et je vais devoir aller évidemment assez rapidement sur ces résultats puisqu'on a 20 minutes. Donc l'étape, donc je vous l'ai dit, ça se passe en conditions contrôlées. Et la première étape était de définir les stress nutritifs. Alors, comment on a fait ça? On a considéré 4 espèces, toujours avec l'abeille mellifère, bien sûr, en comparaison. Mais on a considéré aussi une espèce de bourdon, donc Bombus terrestris, et 2 espèces d'osmies, Osmia bicornis et Osmia cornuta, donc qui sont des espèces d'abeilles sauvages qui volent au printemps, en même temps que les bourdons et l'abeille mellifère sur les cultures. On a considéré 8 diètes différentes, donc ce qu'on appelle des diètes monoflorales, donc avec une dominance d'une des plantes. Et ces diètes représentent un gradient de qualité chimique, qualité au sens neutre, hein, donc plus ou moins de protéines, plus ou moins de lipides, plus ou moins de stérol, plus ou moins d'acides aminés. Et on a exposé nos espèces à ces 8 diètes et on a regardé qu'est-ce qui était un stress pour ces 4 espèces, et on a comparé bien sûr le niveau de stress et on a expliqué ces stress par les différentes plantes et les compositions chimiques du pollen de ces plantes. Alors au niveau des protocoles expérimentaux, ces 4 espèces ont des écologies très différentes et donc il était impossible de faire un protocole exactement le même pour ces espèces, et donc on a dû adapter nos protocoles expérimentaux à l'écologie, donc à la contrainte biologique simplement de chacune des espèces. Donc pour l'abeille mellifère, par exemple, on a utilisé des groupes d'ouvrières qui étaient nourries avec l'un des 8 pollens. On a comparé bien sûr plusieurs groupes. Ces études ont été réalisées à Avignon par l'INRAE. On a testé les bourdons terrestres, donc avec ce qu'on appelle une microcolonie, donc des ouvrières qui sont placées ensemble. Et encore une fois, on leur présente l'une des 8 diètes. Et pour les osmies, on a réalisé des tests sur les larves, et donc des larves qui ont été exposées à l'une des 8 diètes. Alors, ici, sur un tableau, vous avez un résumé des résultats très simplifiés. La conclusion de cette étude, c'est qu'effectivement, c'est complexe. Donc, on revient à la question de la biodiversité et de la complexité. Et donc, ce qu'on a démontré expérimentalement, c'est que ce qui est une bonne diète n'est pas une bonne diète pour les 4 espèces. Donc, autrement dit, certaines espèces vont se développer mieux sur certaines plantes et d'autres espèces vont se développer sur d'autres plantes. Donc, ce qui est une bonne diète, ce qui est une diète moyenne ou ce qui est une mauvaise diète n'est pas la même chose pour l'ensemble de nos espèces. Et donc, typiquement, pour les mauvaises diètes, on avait le pissenlit qui était la pire des diètes en pollen pour l'abeille mellifère, alors que c'était le cyste pour les bourdons et les osmies. Concernant les très bonnes diètes, on avait le chêne et le saule qui étaient très bons pour l'abeille mellifère, alors qu'on avait le chêne et les rosacées pour les osmies, par exemple. Alors, je vais rapidement sur ces résultats, mais si vous voulez le détail des protocoles, le détail des résultats pour chacune des espèces, je vous invite à lire cette publication qui a été publiée donc, dans le cadre de la thèse d'Alexandre, qui est là ici aussi dans la salle. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lui poser aussi. Voilà, qui a été publiée l'année passée. Je ne suis pas trop le temps, hein, donc si je suis... Accéléré, ok. Alors, la deuxième expérience, on a utilisé les données de la première expérience sur les stress nutritifs, donc savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nos abeilles, et on a ajouté un stress chimique. Donc, autrement dit, on a considéré les résultats du premier,
pour ajouter le niveau pesticide. Et on l'a fait à nouveau sur les 3 espèces, avec Alexandre qui a travaillé sur les bourdons, Janine sur les osmies, et puis Léna à Avignon sur l'abeille mellifère. On a testé, encore une fois, herbicides, fongicides et insecticides. Donc ici, je vais seulement présenter les résultats pour les bourdons. Donc on a considéré la bonne diète qui était la diète de saule, la mauvaise diète qui était la diète de cyste, et aussi une starvation, donc une diète limitée en quantité. Et on a ajouté à ça donc les 3 composés. Voilà ici brièvement encore une fois les résultats. Donc vous voyez les 3 couleurs ici sur les graphiques représentent les 3 diètes. Donc si vous prenez le graphique de gauche, vous avez en haut la bonne diète, au milieu la diète intermédiaire, et puis vous avez en bas la mauvaise diète. Et puis vous avez sur l'axe des X les différentes composés avec des concentrations différentes. Donc en haut à gauche, vous avez les herbicides, en haut à droite, vous avez les fongicides, et en bas, vous avez les insecticides. Ce qu'on peut observer sur ces graphiques, c'est que, et donc sur l'axe des Y, la performance de la colonie. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la diète avait un impact significatif sur les performances des bourdons, alors que le fait d'ajouter des herbicides ou des fongicides à dose environnementale n'a pas eu d'impact significatif sur le développement de ces bourdons. Donc dans le cadre ici des herbicides et des fongicides, le stress nutritif était plus important que le stress chimique. Et évidemment, on n'a pas su étudier l'interaction entre les deux puisqu'il n'y avait pas de stress chimique. Donc quand il n'y a pas l'un des stress qui fonctionne, évidemment, on ne sait pas étudier l'interaction entre les stress. Mais donc pour les insecticides, là, on avait un impact aux doses élevées de l'insecticide. Et ce qu'on peut voir en bas à droite, c'est que lorsque vous avez une forte dose d'insecticide, la conséquence, c'est que vous n'avez plus de différence entre les performances des diètes. Autrement dit, peu importe la diète que vous donnez au bourdon, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc on ne peut pas compenser ici un stress chimique d'insecticide par une bonne diète. C'est pas parce qu'on est bien nourri qu'on va pouvoir faire face à ce stress chimique. Alors, on a aussi analysé les molymphes, donc on a d'autres caractères, d'autres traits sublétaux qu'on a étudiés. Et là, on peut aller un peu plus loin dans le détail. Et alors qu'on ne voyait pas d'effet, par exemple, sur les herbicides, sur la mortalité, on voit un effet herbicide sur les protéines exprimées. Donc, il y a quelque chose qui se passe malgré tout sur les herbicides. Bien, encore une fois, vous pouvez trouver plus d'informations, notamment la publication sur l'abeille mellifère qui est déjà sortie, et les publications sur les bourdons et les osmies sont soumises et en cours de publication. Et la dernière expérience que je vais présenter très rapidement, c'est l'inverse. Donc, c'est est-ce qu'un stress chimique va avoir un impact sur la prise de nourriture? Et donc là, on a développé ce genre d'expérience sur les bourdons. Donc, on les a d'abord exposés à un pesticide et puis on a mesuré leur capacité de prise de nourriture avec ce genre d'expérience ici. Vous voyez une ouvrière à laquelle on présente un tube qui contient du nectar et elle va plus ou moins bien faire ce travail de collecte de prise de nourriture. Donc. Alors, je vous présente ici encore une fois une version très simplifiée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport au contrôle, donc par rapport aux bourdons qui n'ont pas été exposés au stress, vous avez un effet des insecticides et des fongicides à dose relativement élevée. Mais on a aussi testé la combinaison de différentes molécules, donc fongicides plus insecticides. Et là, même à dose faible, on a un impact. Donc le résultat ici de notre expérience montre qu'on peut avoir une absence d'effet à des concentrations faibles, à des expositions simples. Mais quand on passe à des expositions combinées de différents pesticides, là, on observe des effets même à concentration faible. Bien, alors je termine sur cette slide. Donc ça, vous avez, je pense, compris maintenant que ce projet POCHB, on est encore seulement au début de la valorisation du tsunami de données qu'on a produites pendant ces 5 années. Donc les articles vont seulement sortir maintenant, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, puisqu'on a eu la chance de pouvoir obtenir un nouveau financement du programme Horizon
européen, dans lequel l'ANSES et Marie-Pierre sont aussi impliqués. Et donc, ce projet Walposh, qui, je dirais, est directement hérité du projet Posh-B, va lui se concentrer maintenant sur ces autres espèces sauvages. Donc vous l'avez compris, Posh-B s'est concentré uniquement sur les osmies, les bourdons et l'abeille mellifère. Mais pour les espèces sauvages, on est à 2000 espèces d'abeilles en Europe, on est à 1000 espèces de cirques, 500 espèces de papillons de jour et 8000 espèces de papillons de nuit. Donc vous avez 12 000 espèces de pollinisateurs insectes en Europe. Et bien sûr, on ne va pas étudier ces 12 000 espèces, on n'a pas le temps, mais en tout cas, Walposh a pour objectif d'utiliser cette expertise acquise dans le cadre de Posh-B et de l'appliquer à d'autres espèces, à plus d'espèces, pour justement définir si ces espèces sentinelles sont effectivement sentinelles et si on peut les utiliser comme espèces modèles ou la réalité est beaucoup plus complexe et on doit multiplier les modèles utilisés pour comprendre ce qui se passe dans notre environnement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Denis de cette présentation très intéressante et très fournie de résultats et avec une belle introduction. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en vois une ici. Jacques Vernin, pharmacien, environnement et santé du vivant. Vous avez parlé de faible concentration ou de concentration de pesticides. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre au niveau des ppm ou voilà, est-ce que c'est sur l'atmosphère ou est-ce que c'est sur les plantes, la concentration dont vous parlez? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Ils étaient présentés sur les slides. Donc, en fait, ce Work Package 5 expérimental s'est reposé aussi sur les données collectées sur le terrain par le Work Package 1. Et donc... Ah, pardon. Donc, les valeurs qu'on a utilisées ici, par exemple, pour l'expérience sur les stress combinés, viennent de ces analyses. Donc, de la même manière que les parasites ont été étudiés sur 128 sites, il y a eu des collectes de pollen, donc des matrices de pollen dans les ruches, sur les fleurs, et vous avez des concentrations de pesticides qui ont été estimées. Et c'est ces concentrations-là qu'on a utilisées. Donc, ce qu'on appelle des doses réalistes d'exposition, c'était dans leur diète de pollen, puisque la question ici était associée au pollen. Dans le pollen. Donc les pesticides qui sont assimilés dans la nutrition des abeilles. D'autres questions, oui, ici et puis là-bas. Oui, Étienne Calais. Vous avez parlé uniquement des pollens. Or, de plus en plus, avec le réchauffement climatique, on voit à la fois des ruches avec des gros déficits en sucre et en pollen. Et donc, au niveau des pollens, vous travaillez sur des pollens seuls. Or, on sait que c'est un complexe d'acides aminés qui est essentiel pour avoir un équilibre. Donc, est-ce que vous avez d'autres résultats par rapport à une multiplicité des différents acides aminés que vous avez étudiés ? Alors, donc effectivement, dans la nature, vous avez pour l'abeille mellifère, pour les bourdons et pour les osmies, une diète qui est plus complexe qu'une diète monoflorale. Et donc, probablement, ce comportement généraliste permet à l'abeille mellifère et aux espèces généralistes de balancer leur diète pour obtenir ces éléments essentiels, notamment les acides aminés essentiels. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que notre hypothèse de départ, c'était dans un environnement qui est stressant, on va dire, peut-être qu'elles n'ont pas justement ce choix à disposition et qu'elles vont être forcées d'aller sur un seul type de ressources et être incapables de balancer, de trouver ces acides aminés essentiels dont elles ont besoin. Donc c'est pour ça qu'expérimentalement, on a forcé cette diète avec une diète monotone. Donc sur les analyses chimiques, on voit que pour les trois espèces, il n'y a pas un composé chimique qui va expliquer pour les trois le fait qu'il y ait une bonne ou une mauvaise diète. Pour les abeilles mellifères, ce qu'on voit par exemple, c'est que les diètes où vous avez trop de protéines ou
vraiment les diètes avec le minimum de protéines ne sont globalement pas bonnes. Donc ça veut dire que pour les abeilles mellifères, il ne s'agit pas simplement de leur donner à disposition des diètes très protéinées, parce qu'au bout d'un moment, elles n'arrivent pas à le processer. Par contre, pour les bourdons, ce qu'on a vu, c'est que les meilleures diètes sont celles avec la plus grande concentration en protéines. Concernant les acides aminés, il n'y avait pas de déficit chez la plupart des diètes, sauf chez le pissenlit, où là, c'est connu, il y a une carence en acides aminés essentiels, ce qui explique probablement que c'était le plus mauvais pollen pour l'abeille mellifère. Donc le fait que le taraxacum soit la plus mauvaise diète est probablement expliqué par le fait qu'il y a des carences en acides aminés. Claude Sagerman de l'Université de Liège. J'avais deux petites questions de curiosité, de compréhension. En fait, dans le cadre, j'ai bien compris que les différents composés chimiques que vous avez choisis, c'est en fonction de ce que vous avez découvert sur le terrain. Est-ce que vous aviez considéré pour le glyphosate les métabolites? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, dans votre analyse, est-ce que vous avez essayé de, je sais pas, de standardiser en fonction de la dose létale 50, quelque chose comme ça? Merci. Oui, c'est une bonne question, hein. En fait, le problème avec ce genre d'expérience, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute une condition, on rajoute le nombre de colonies à tester, on le double à chaque fois, surtout quand on fait des mesures d'interaction, quoi. Donc on a pensé au LD50 par exemple, mais voilà, à choisir entre une dose réelle et une LD50, on a préféré aller vers une dose réelle, puisque une des critiques principales des expériences en laboratoire, c'est justement qu'elles ne sont pas reproductibles sur le terrain. Et on aurait pu nous reprocher de dire, ben voilà, vous avez des résultats pour la LD50, mais en fait, sur le terrain, ça veut dire quoi? Donc on a fait des choix de la même manière qu'on n'a pas fait Critidia pour les parasites, ben, on n'a pas pu faire des LD50. Et l'autre, c'était... Les métabolites, oui. Donc là aussi, on n'a pas travaillé avec les métabolites. On a soit travaillé avec le pesticide et le coformulant directement ou l'agent actif. Merci, je dois clôturer, je suis désolée, je dois clôturer la discussion ici. Merci beaucoup de vos questions. J'ai juste une petite observation parce que je l'ai lu sur la tablette, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. On signale qu'il reste des places de formation au rucher du Luxembourg. C'est suffisamment rare pour le dire, donc je ne sais pas si vous êtes au courant en visio ou pas. Voilà, je voulais dire ça. Et on reprend à 35. Donc, je ne sais pas quelle heure il est, ça fait 10 minutes de pause 20 minutes de pause. Donc, soyez ici à 11h35. Merci, au revoir. À tout à l'heure.